Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous proposer de commencer. Je vous souhaite la très bienvenue à l'occasion de ce nouveau webinaire qui va porter donc sur deux décrets. Je vais tout de suite vous afficher le diaporama. Je souhaite à tous et à toutes, bien évidemment, la bienvenue. Je suis Romain Pigeot, j'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis consultant expert sur le droit et les politiques de formation au Centre Info. Je suis plus spécialement attaché à toutes les questions qui traitent des formations en alternance ainsi que leur financement. Donc, à l'occasion de la pandémie et du Covid 2019, le Centre Info se mobilise et nous avons réalisé un ensemble de webinaires. Je donne tout de suite la date du prochain qui aura lieu la semaine prochaine, qui aura lieu donc le 28 avril 2020 et qui portera, lui, sur les dernières nouveautés relatives à la formation par rapport au Covid-19, donc les financements de la formation durant la pandémie, FNE, formation, parcours VE et CPF. Donc, ça aura lieu le 28. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à ce webinaire. Donc, voilà. Au sujet, donc ce webinaire, je vous redonne les grands principes. Le webinaire dure 45 minutes avec un temps de questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur le chat et l'espace qui est consacré. Le webinaire a pour objectif de répondre à 3 questions. Donc, on va répondre à une question concernant les nouveautés sur les CFA d'entreprise, une question relative aux nouveautés sur l'âge de l'apprenti et une question relative aux nouveautés sur la durée du contrat et la fameuse convention tripartite des CFA. Voilà, donc un petit peu pour le sommaire de ce nouveau webinaire. On va hop, tout de suite passer à la page suivante. Donc 45 minutes, j'espère qu'on devra avoir le temps de pouvoir de répondre à vos questions, donc surtout vous les poser, et on les répondra à la fin des webinaires. Donc ça sera un webinaire qui sera en 3 parties. Avant de commencer, peut-être quelques mots sur les deux décrets dont il est question. Ce sont des décrets qui ont été publiés le 31 mars de cette année, 31 mars 2020. Premier décret son petit nom, c'est décret qui porte diverses dispositions relatives à l'apprentissage. Deuxième décret, décret relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relative à l'apprentissage. Alors, le nom est un petit peu à rallonge. Ce sont des décrets qui sont parfois qualifiés de décrets toilettage. Pourquoi? Parce qu'ils nettoient le Code du travail. Alors pourquoi ce sont deux décrets particulièrement importants? C'est tout simplement parce que ce sont deux décrets qui viennent corriger le Code du travail après la publication de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Vous savez, c'est une loi qui a été très impactante pour l'apprentissage, avec beaucoup de nouveaux grands principes, mais ces nouveaux grands principes portés sur la partie législative du Code du travail. Donc, il fallait aussi corriger la seconde partie du Code du travail, qui est la partie réglementaire. C'est une partie qui ne pose pas de grands principes, mais c'est une partie qui explique, qui donne des détails sur la partie législative. Donc, cette partie réglementaire était en partie plus à jour et avait beaucoup d'articles du Code du travail qu'il fallait corriger. Donc, ça a donné lieu à un travail particulièrement important du ministère du Travail pour pouvoir corriger, modifier toute cette partie réglementaire. Et c'est vrai qu'il y avait des dispositions du Code du travail qui n'étaient soit plus applicables, soit tout simplement qui n'avaient plus de sens par rapport à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, ce sont deux décrets qui étaient particulièrement attendus. On va les appeler dorénavant tout simplement les décrets du 31 mars. On va se simplifier la vie. Donc, ce sont des décrets qui sont très longs et ce sont des décrets dont je vous invite tout simplement à ne pas lire dans le détail, à ne pas lire dans le texte brut. Pourquoi? Parce que ce sont des décrets qui renvoient d'un article à l'autre dans le Code du travail et du coup, à lire, c'est particulièrement difficile. Donc, on vaut mieux lire des articles qui viennent préciser et qui viennent expliquer le contenu des décrets plutôt que de lire les décrets
eux-mêmes. Donc, je vous invite à rester particulièrement prudent et ne pas lire les décrets vraiment dans le texte. Si vraiment vous souhaitez prendre connaissance sur le texte lui-même, il vaut mieux lire le Code du travail codifié qui est disponible dans Légifrance depuis le 1er avril, enfin 2020, pour les nouveautés qui ont été apportées par les deux décrets. Voilà, donc ça c'est une précision qu'il fallait tout de suite donner. Donc ce sont deux décrets qui fourmillent d'informations. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ces décrets. Et pourquoi? Parce qu'ils viennent impacter toute la partie du Code du travail sur l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a? On a des points qui sont apportés sur la rémunération des apprentis. C'est peut-être un des points qui était le plus attendu. Pourquoi? Parce que c'est un point qui vient du coup modifier la situation de l'apprenti et aussi la situation de l'employeur. Et il y avait des dispositions sur la rémunération qui étaient attendues et qui avaient été annoncées lors d'un question-réponse du ministère du Travail sur la rémunération. Donc, c'est peut-être le point qui était le plus sur lequel il y avait le plus d'impatience. Donc, il y a des modifications donc sur le Code du travail que j'ai déjà cité d'un gros toilettage, des dispositions sur la taxe d'apprentissage aussi, et qui viennent apporter des précisions sur la définition de l'offre nouvelle de formation. Il y a aussi une disposition qui sort complètement de l'apprentissage sur la VAE et sur les éléments qui peuvent être financés dans le cadre d'un CPF pour une VAE, mais à ma connaissance, c'est un des très rares, voire le seul élément qui sort de l'apprentissage par rapport à ces décrets. Voilà. Autre élément, des éléments sur le handicap et sur les aménagements de l'enseignement et la coordination médecin du travail référent handicap dans les CFA, des précisions sur la procédure de rupture du contrat d'apprentissage et les conséquences sur la possibilité de signer un autre contrat, des précisions apportées aussi sur le rôle des OPCO dans le cadre de la mobilité internationale des apprentis et des pièces qui doivent être apportées aux OPCO, des précisions sur le contrat d'apprentissage, sur son contenu, sa procédure de dépôt, sur le nombre d'exemplaires qui doivent être signés de contrat d'apprentissage en tant que tel. Vous voyez, c'est des décrets qui fourmillent véritablement de détails, mais qui changent, mine de rien, la vie quotidienne des apprentis, des employeurs, des CFA et aussi, par conséquent, des OPCO. Des précisions aussi attendues sur la durée du contrat, sur lequel on va venir, bien évidemment. Des précisions sur le contrôle et la procédure d'opposition et de l'interdiction à l'engagement d'apprenti. Des précisions sur l'âge de l'apprenti qu'on va traiter au cours de ce webinaire. Des précisions sur l'apprentissage à distance, les modalités de prise en charge des frais annexes, etc. Donc, vous voyez, énormément de choses. Si vraiment vous souhaitez avoir plus de connaissances sur ces différents éléments, le Centre Info a une page droit sur laquelle on a publié un ensemble d'actualités sur chaque disposition, sur ces deux décrets. Donc vous retrouverez l'intégralité des nouveautés à travers de ces articles qui ont été publiés sur notre site internet. Donc je vous invite là aussi tout simplement à les consulter. Donc, par rapport à ce webinaire-là, on a choisi de se focaliser véritablement sur 3 questions et 3 actualités. Pourquoi? Déjà pour des raisons de timing, puisqu'on n'a pas le temps de tout traiter, d'une part. Deuxièmement, pour des questions qu'on va qualifier de priorité. On a choisi trois questions, 3 dispositions qui renvoient directement à la loi pour la liberté de choisir professionnelle et par rapport aux grands apports, aux grands symboles de cette loi. Donc, ça a été notre choix stratégique. Et on a aussi eu la volonté de traiter de la fameuse convention tripartite de modification de durée. Pourquoi? Parce que c'est un point sur lequel il y a eu énormément de questions pratiques lors des différents échanges et lors des différentes formations qu'on a pu réaliser sur l'apprentissage ces derniers temps. Donc voilà pour les 3 choix prioritaires et les 3 questions que nous allons pouvoir traiter ensemble. Première question, on va les traiter dans l'ordre. La question, c'est quelles sont les nouveautés pour les CFA d'entreprise? Alors, vous le savez sans aucun doute, la possibilité, la liberté de créer un CFA a été un des grands apports de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Auparavant, il fallait une autorisation qui était une autorisation régionale et dorénavant, il n'y a plus d'autorisation et les entreprises sont invitées à créer leur propre CFA.
Depuis la publication de la loi, il y a eu plus de 500 CFA qui ont été créés, dont plus de 60 CFA d'entreprise pour des chiffres donc, qui sont à notre disposition, qui datent peut-être de quelques mois, qui datent d'avant le Covid-19, bien évidemment, mais ce sont des chiffres assez intéressants. Il y a eu vraiment un intérêt de la part des entreprises et de la part des organes prestataires de formation à créer leur CFA. Donc, à partir du moment où c'est une entreprise qui crée son CFA, elle va avoir des particularités par rapport aux autres prestataires de formation. Je suis désolé, j'ai pas de tableau derrière moi, donc je peux pas vous faire des présentations en levant les doigts. Donc, je vous invite là où, en principe, vous avez que, par rapport à la technique, vous avez le diaporama qui s'ouvre devant vous. Donc, l'entreprise a principalement 3 particularités en tant que CFA d'entreprise par rapport à sa création. La première est que le CFA d'entreprise est dispensé d'avoir des statuts qui mentionnent expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulier au CFA d'entreprise. C'est une dispense pour leur alléger leur administratif, premièrement. Deuxièmement, le CFA d'entreprise, lorsqu'il va faire sa déclaration d'activité, il ne va pas déposer une convention de formation par apprentissage. Pourquoi? Parce que ça conviendrait à s'auto-contractualiser avec lui-même. Donc, au lieu d'apporter une convention lors de la déclaration d'activité, il va déposer un contrat d'apprentissage. Donc voilà, ça c'est un point, ce sont 2 points particuliers qui existait déjà avant les décrets, et le décret en apporte un troisième. C'est là où il y a véritablement une nouveauté. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut voir, c'est que le CFA d'entreprise est quand même soumis à la déclaration d'activité comme les autres organismes de formation. D'ailleurs, quand on dit CFA d'entreprise, on pourrait utiliser un autre vocable. On pourrait utiliser l'expression juridique un prestataire de formation réalisant des actions de formation par apprentissage. C'est un petit peu long, j'en conviens tout à fait. Du coup, on utilise le vocable qui est tout à fait juste lui aussi de CFA entreprise, CFA d'entreprise. Vous vous posez peut-être la question de pourquoi un CFA d'entreprise doit quand même faire une déclaration d'activité. C'est vrai, ça, c'est un administratif, mais qui aurait peut-être même être supprimé, puisque il y a eu une volonté lors de la loi de simplifier, mais c'est quand même un process qui a été maintenu. Donc, 3 intérêts pour l'entreprise vis-à-vis de l'entreprise à faire sa déclaration d'activité. Le premier intérêt, c'est un intérêt purement légal. C'est une obligation qui est apportée par le Code du travail. Donc, en réalisant sa déclaration d'activité, l'entreprise se libère de cette obligation. Premièrement, c'est légal. Deuxièmement, il y a un intérêt fiscal. Alors là, je suscite peut-être l'intérêt des CFA d'entreprise. Pourquoi? Parce que les entreprises qui ont une taxe d'apprentissage vont pouvoir faire des déductions sur leur taxe d'apprentissage, sur la part dite du 87%. Mais pour pouvoir faire cette déduction, les CFA d'entreprise doivent faire leur déclaration d'activité. Là aussi, c'est une condition sine qua non. Donc, vous voyez, il y a un deuxième intérêt qui est un préalable fiscal. Le troisième intérêt, c'est peut-être pas l'intérêt le plus connu, mais c'est un intérêt stratégique et c'est ce qu'on peut qualifier d'intérêt national. Pourquoi? Parce que la déclaration d'activité, elle est réalisée auprès des services de la directe, ou dit autrement auprès des services du ministère du Travail. Le CFA d'entreprise, lorsqu'il vient se déclarer auprès des services du ministère du Travail, il devient identifié par ces mêmes services. Donc, du coup, il apparaît visiblement, il ne reste pas tout seul dans son coin. Je vais utiliser le terme dissimulé, alors c'est peut-être pas le meilleur terme, mais voilà, il existe par rapport à l'État, par rapport à la nation. Il y a un intérêt sous-jacent qui est un intérêt de recensement de l'offre de formation. Et à ce titre, il y a eu une mission qui a été confiée assez récemment par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Travail, une mission qui a été confiée
à Monsieur Guillaume Ouzel de lever les freins, les derniers freins à l'essor de l'apprentissage et de faciliter la mise en contact entre les jeunes, les CFA et les entreprises. Donc, un des axes pratiques de cette mission est notamment le recensement de l'offre de formation. Donc, vous voyez, la déclaration d'activité permet à l'offre de formation de l'entreprise d'être recensée parmi les CFA. Donc là aussi, c'est vraiment un point qui est vraiment intéressant. Mais qu'apporte donc le CFA? Donc la vraie nouveauté par rapport à la déclaration d'activité, c'est que la déclaration d'activité du CFA d'entreprise et uniquement du CFA d'entreprise doit être accompagnée d'une attestation de l'entreprise. Cette attestation de l'entreprise va permettre à l'entreprise d'indiquer sa propre situation vis-à-vis de son CFA d'entreprise. Elle va dire, voilà, je suis une entreprise, je crée mon CFA d'entreprise, voilà quel type de CFA d'entreprise il s'agit. Il peut y avoir quatre types, vous voyez pas mal, quatre types de CFA d'entreprise. Premier type, ça peut être une filiale. Deuxième type, ça peut être un CFA interne à l'entreprise. Troisième type, ça peut être un CFA constitué par un groupe d'entreprises au sens du Code du commerce. Troisième type, ça peut être un CFA constitué par plusieurs entreprises qui partagent des perspectives communes d'évolution des métiers et interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires. Donc, l'entreprise qui va faire sa déclaration d'activité auprès de la directe doit dire, voilà, attester de quel type de CFA il s'agit. Il faut se rassurer, c'est une déclaration d'activité qui est relativement simple. C'est un process administratif qui est réalisé une seule fois et les directs accompagnent les entreprises et les prestataires de formation qui souhaitent s'ouvrir à l'apprentissage et qui souhaitent réaliser cette procédure de déclaration d'activité. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ça reste un process administratif assez simple. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la première question. On va tout de suite passer à la deuxième qui va porter donc sur quelles sont les nouvelles dérogations à la limite d'âge. Vous l'avez vu, un des grands symboles de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'était la libéralisation de l'offre de formation par apprentissage. Un des deuxièmes grands symboles, c'était l'âge de l'apprenti. C'est une des questions qui, à ma connaissance, existe quasiment depuis la création de l'apprentissage. Est-ce qu'on commence l'apprentissage à 14 ans? Jusqu'à quel âge on autorise les jeunes à signer un contrat d'apprentissage? Quelles sont les dérogations qui sont permises? Ça a toujours été une vraie question, et une vraie question de société, une vraie question de politique. Et ça fait partie des points qui ont été débattus préalablement à la dernière élection présidentielle. Donc, vous voyez, c'est un âge qu'on qualifie de pivot, mais c'est aussi un âge symbole. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, vous le savez, a porté la limite d'âge de 26 ans à 29 ans. Donc, ça a été une ouverture par rapport à qui peut signer son premier contrat d'apprentissage. On touche là véritablement au symbole. Avant la loi, il existait des dérogations à la limite d'âge. Il y en a certaines qui sont particulièrement connues, notamment pour les apprentis handicapés, les sportifs de haut niveau et les personnes qui souhaitent créer une activité professionnelle. À côté de ces dérogations, il existait déjà d'autres dérogations qui étaient dans le cadre d'une continuité pédagogique ou d'une rupture pédagogique. L'apprenti était déjà en formation, il a envie de poursuivre après l'obtention de son diplôme, il a envie de poursuivre et de continuer sa formation en apprentissage. Jusqu'à quel âge il peut continuer? Donc, c'est des dérogations qui existaient déjà avant la loi, mais qui ont été rendues caduques par la loi parce que la loi avait porté de 26 à 29 ans. Donc, le décret remet en avant ou plutôt recrée des dérogations et apporte des précisions par rapport à ces dérogations. Donc, on a 3 nouvelles dérogations par rapport à celles qui existaient déjà auparavant et telles que les handicapés et les sportifs de haut niveau. Alors, donc, quelles sont ces 3 nouvelles? Ou plutôt, quelles sont ces 3 dérogations qui sont remises au bout du jour?
La première, c'est celle dont je vous ai déjà parlé. C'est un contrat qui fait suite à un contrat précédemment exécuté et qui conduit à un niveau de diplôme supérieur. Pour les plus anciens d'entre nous, c'est la notion ça renvoie aussi à la disposition de diplôme dit connexe. Mais là, on est plus sur une disposition de niveau supérieur. Deuxième nouvelle possibilité de dérogation, c'est lorsqu'il y a une rupture du contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti. On va tout de suite vous donner des détails. Troisième possibilité de dérogation remise au bout du jour, c'est en cas d'échec à l'examen. Voilà. Pour ceux qui connaissent la très ancienne circulaire de 2007 sur les rémunérations et les durées du contrat, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc, vous voyez, on retrouve des petits, mais on retrouve des petits avec des nouveautés et des assouplissements. Et là-dessus, le décret, c'est peut-être un des plus gros apports du décret. Ce sont ces nouvelles dérogations. Pourquoi? Parce que ce sont des dérogations qui deviennent plus souples et avec des limites d'âge qui sont véritablement portées, enfin, je suis désolé par rapport à la caméra, qui sont véritablement portées en haut. Hélas, je n'ai plus 35 ans, mais sachez que dans ces nouvelles dérogations, il va être possible de signer un contrat d'apprentissage jusqu'à 35 ans dans certains cas. Avec sans doute là une des dispositions qui doit rencontrer le plus de succès, c'est la continuité pédagogique. Voilà. On peut très bien imaginer un parcours humain d'une personne qui, à 28 ans, réalise qu'elle souhaiterait se reconvertir professionnellement, quelqu'un qui a fini ses études, qui a travaillé, qui se dit, bon, cette voie professionnelle me convient pas, je décide d'aller suivre une nouvelle formation, je suis un contrat d'apprentissage. Je réalise que ce secteur professionnel me convient tout à fait et je vise un nouveau niveau de diplôme, un niveau de diplôme supérieur. J'ai passé 29 ans, mais je peux encore signer un nouveau contrat d'apprentissage. Donc, vous voyez, c'est réellement très intéressant pour le jeune et pour l'employeur qui va pouvoir recruter donc et continuer peut-être dans une continuité de contrat ses apprentis. Voilà, donc là, vous voyez, ce qui, à mon avis, est le plus captif par rapport à ces apprentis. Donc, c'est cette première possibilité. La deuxième possibilité, c'est lorsqu'il y a une rupture du contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de l'apprenti. Alors, qu'est-ce qu'une rupture pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti? Là, ce sont des éléments qui sont énumérés par les deux décrets. Premier cas, la cessation d'activité de l'employeur. L'employeur a tout simplement, on peut utiliser l'expression, a fermé boutique, l'entreprise a eu une liquidation judiciaire. Deuxièmement, c'est lorsque c'est la faute de l'employeur. C'est le Code du travail utilise d'ailleurs le terme faute de l'employeur ou manquement répété à ses obligations. Donc, l'employeur n'était pas correct et il y a eu une rupture suite à l'incorrection de l'employeur. Il y a eu une rupture du contrat. Troisième possibilité, donc mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage. Là, c'est par exemple lorsque l'inspection de l'apprentissage est intervenue pour suspendre le contrat tellement l'apprenti était dans une situation délicate. Voilà, donc vous voyez, sur ces trois situations, c'est pas du tout la faute de l'apprenti. Dit autrement, c'est pas l'apprenti qui a démissionné. Dit autrement, il n'y a pas eu de rupture d'un commun accord. Dit encore autrement, l'apprenti n'a pas fait de bêtises et c'est pas l'employeur qui a rompu le contrat parce que l'apprenti a fait une faute suffisamment grave pour que la rupture du contrat de travail soit justifiée. Vous voyez, c'est bien l'apprenti qui pardon, ce sont bien des causes extérieures à l'apprenti, ce sont bien des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti. Donc, imaginez un apprenti qui va signer un contrat, allez, on va dire 27 ans, un contrat de 3 ans. La dernière année, il y a une cessation d'activité. L'apprenti a 30 ans, il voudrait finir sa formation, il voudrait retrouver un nouvel employeur. Eh bien, avec le décret, il y a des limites d'âge de 29 ans révolus ne va plus s'appliquer. L'apprenti va pouvoir re-signer
un contrat d'apprentissage. Là aussi, c'est une véritable souplesse qui est apportée par les décrets. Autre cas, là aussi, lorsqu'il y a eu une rupture du contrat de travail suite à une inaptitude physique et temporaire de l'apprenti, donc c'est un petit peu une tautologie du code du travail, puisque s'il y a une rupture, la rupture est forcément constatée par le médecin du travail. Donc là, le décret reprécise que, bien évidemment, l'inaptitude physique et temporaire doit être constatée par le médecin du travail. Donc, pour pouvoir signer un nouveau contrat d'apprentissage, il y a quand même et néanmoins deux conditions. La première condition, c'est l'âge de l'apprenti. C'est-à-dire que lorsque l'apprenti va signer un nouveau contrat d'apprentissage, il doit être âgé au plus de 35 ans. Donc, ce qui fait que jusqu'à 34 ans, l'apprenti va pouvoir signer un contrat. Vous voyez, ça donne véritablement de la souplesse, surtout pour les apprentis qui ont signé un contrat d'apprentissage que je vais qualifier de tardif, c'est-à-dire à partir de 29 ans ou 28 ans si vous préférez. La deuxième condition, c'est que l'apprenti a une année pour pouvoir signer son contrat d'apprentissage après le précédent contrat. Voilà, on peut dire qu'il va partir en vacances, il peut hésiter, il peut se reposer, il peut s'interroger sur sa propre situation, bien évidemment aussi, mais voilà, il peut signer jusqu'à un an, jusqu'à un an après la fin du précédent contrat, il peut signer un nouveau contrat d'apprentissage. Donc voilà, ce sont deux conditions qui sont apportées par les décrets. La troisième possibilité, c'est la situation de l'échec à l'examen. C'est l'apprenti, donc je peux pas trop lever les bras, donc j'essaie de faire des gestes avec la tête. Donc l'apprenti, tout simplement, alors, il n'a pas révisé, il n'était pas bien réveillé. Il s'est passé quelque chose ce jour-là, échec à l'examen, c'est triste. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il peut signer un nouveau contrat pour pouvoir donc repasser son examen. Il peut proroger son précédent contrat. Là-dessus, vous voyez, il y a une véritable souplesse du code du travail. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de condition d'âge, mais c'est un petit peu normal parce qu'imaginons qu'il l'a signé à 29 ans, le contrat dure 3 ans, 33 ans. Bon, ben, on souhaite à l'apprenti de re-signer un nouveau contrat d'apprentissage dans la foulée et de pas d'attendre 36 ans, 35 ans pour pouvoir signer un nouveau contrat. Ce nouveau contrat d'apprentissage, petite particularité par rapport aux autres possibilités, c'est que l'apprentissage peut être prolongé d'une année au plus. Cette prolongation de l'apprentissage est réalisée soit par prorogation du contrat initial, c'est-à-dire que l'employeur dit allez, t'as loupé ton examen, mais je t'aime bien, t'as un super apprenti, t'as des compétences, t'es un ou une super apprentie, t'as des super compétences, tu vas recommencer, l'année prochaine, tu vas réussir. Donc, on est dans la motivation. Donc, l'employeur conserve son apprenti. Soit l'apprenti va trouver un nouvel employeur qui va lui dire, bon, allez, je crois en toi. Je te fais ton contrat d'apprentissage. Là aussi, c'est pareil. On souhaite bien évidemment à l'apprenti de réussir lors du second essai son examen. Voilà. Donc, pour les nouvelles dérogations, à la limite d'âge, je me répète, il existe d'autres dérogations, et notamment pour les apprentis handicapés, qui, eux, n'ont pas de limite d'âge pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Je vois qu'on réussit à être dans les temps, c'est très bien, et je vois aussi que vous posez des questions, donc je vous propose, sans plus attendre, de continuer à la troisième question. Donc là, on est un petit peu moins sur le symbole de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On va plus toucher un point de détail, mais comme je le disais en introduction, c'est un point de détail sur lequel chaque fois qu'on en parle, il y a énormément d'interrogations. Alors même si on s'éloigne de la loi, on peut néanmoins faire un rapprochement. Pourquoi? Parce que cette fameuse convention tripartite est un symbole. C'est un symbole de la nouvelle, ou plutôt de la plus grande autonomie pédagogique du CFA. Je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas, je veux dire, l'historique de l'apprentissage. Avant la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il existait un service qui relevait du recteur, qui s'appelait le service académique de l'inspection de l'apprentissage.
plus communément appelé par un petit nom, le SAIA. Lorsque qu'un CFA voulait modifier la durée d'un contrat d'apprentissage, principalement par rapport aux compétences de l'apprenti, il devait, dans ces conditions, envoyer un document au service académique de l'inspection de l'apprentissage. Ce service de l'inspection de l'apprentissage a connu ce que je vais qualifier de mutation et les CFA une responsabilisation. Les CFA n'ont plus à envoyer un document type au SAIA, ils prennent leurs responsabilités de modifier dans certains cas la durée du contrat d'apprentissage. Donc, dans ces cas-là, ils doivent signer une convention tripartite qui est tout simplement qualifiée de convention tripartite. C'est un petit peu son petit nom. Donc, voilà. Et donc, il y avait énormément de questions pratiques et est-ce qu'il y a un modèle, jusqu'à quand on peut réduire la durée du contrat, auprès de qui je dépose cette convention, qui doit la signer. Alors là, c'était la question la plus facile. Mais que doit faire le CFA préalablement à la signature du contrat? Donc, toutes ces questions-là connaissent la réponse dans les deux décrets. Donc, un petit peu de soulagement. C'est vrai que c'était un texte qui était énormément attendu. Tac. Donc, là-dessus, quel est le grand principe? Le principe, c'est que la durée du contrat et que la durée, donc, du coup, de la formation peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation de la formation qui correspond à la certification visée par le contrat d'apprentissage. La phrase est un petit peu longue. Qu'est-ce qui se passe? On va l'annoncer autrement. C'est l'exemple le plus connu et que j'ai qualifié de limite de populaire, c'est la fameuse bosse des maths. Je cherche. Le CFA accueille l'apprenti, et le CFA réalise que l'apprenti a suffisamment de connaissances, suffisamment de compétences par rapport à la certification visée, que l'apprenti risque de s'ennuyer, qu'il n'a pas besoin de suivre l'intégralité de la formation, ou qu'au contraire, il lui manque un petit peu de bosse des maths et que du coup, il faut lui donner un moment supplémentaire de telle manière à bien apprendre la géométrie dans l'espace. Voilà. Donc, du coup, il faut modifier le programme pédagogique, je vais dire comme ça, de la formation tel qu'il avait été prévu avant la signature du contrat. Donc, sachez que c'est bien une possibilité. Voilà. Donc, dans ce cas, il va falloir donc signer une convention tripartite. Quelles sont les précisions apportées donc par les décrets? Première précision, je vais les faire dans l'ordre, c'est que s'il y a une modification de la durée de la formation et de la durée du contrat, eh bien le contrat d'apprentissage en tant que tel ne peut pas être inférieur à 6 mois ou être supérieur à 3 ans, quoi qu'il advienne. Imaginez un cas concret, un contrat assez court, un contrat de 9 mois. L'apprenti a énormément de compétences. Il a suivi une formation quasiment identique dans un autre pays de l'Union européenne. Et le CFA voit bien que l'apprenti n'a pas besoin de suivre l'intégralité des blocs de la formation, mais il va pas pouvoir réduire la durée du contrat, par exemple à 3 mois. Le contrat va devoir au minimum durer 6 mois. Donc là, c'est une précision véritablement importante. Deuxième précision, c'est celle qui se situe en bas par rapport à la diapositive. Donc là aussi, autre nouveauté apportée par le décret, c'est que le CFA, c'est pas lorsqu'il souhaite modifier la durée du contrat, le CFA, ce n'est pas du doigt mouillé. Dit autrement, le CFA doit évaluer le niveau initial de compétence de l'apprenti par rapport à la certification visée et donc, dit autrement, les compétences qu'il avait préalablement. Donc, il y a véritablement une évaluation de l'apprenti. Ce n'est pas un droit acquis, ce n'est pas une porte ouverte. Donc là-dessus, les décrets apportent une précision particulièrement importante. Voilà. Autre précision, mais ça c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé dans différents textes, mais je vais avoir l'occasion d'y revenir.
la convention tripartite n'est pas automatique. Elle est réservée uniquement à certains cas. Donc ça, on va le voir tout de suite après. Pourquoi? Pourquoi elle est réservée à certains cas? Tout simplement parce que la convention tripartite doit être signée par l'employeur, le CFA et l'apprenti, et qu'elle doit aussi être annexée au contrat et dit autrement déposée auprès de l'opérateur de compétences dont dépend l'employeur de l'apprenti. Donc vous voyez, ça fait quand même un administratif supplémentaire. Donc il existe donc des dispenses de signature de cette convention tripartite qu'on va voir tout de suite après. Voilà. Tac. Donc cette convention tripartite, donc vous voyez, il y a énormément de choses qui sont citées. Il y a énormément d'articles du Code du travail qui sont cités. Là aussi, le décret contient énormément d'articles. On a réalisé par rapport à ça une synthèse. Donc la convention est obligatoire dans certaines situations. Elle est non requise, c'est le terme juridique exact, dans certaines situations. Pour être véritablement exact par rapport au décret, le décret prend la peine de citer les cas où cette convention tripartite n'est pas requise. Donc, vous voyez, il y a une idée. Alors, je sais que c'est une nouveauté, donc elle est peut-être difficile à avaler, mais c'est une précision qui est somme toute assez importante. Donc, je vais le dire autrement. Cette convention tripartite n'est pas requise dans les situations où l'aménagement de la durée du contrat est prévu dans la loi. On va le voir tout de suite pourquoi. Par exemple, lorsque la durée du contrat peut être aménagée pour un apprenti handicapé, ça c'est dans le Code du travail, c'est dans la loi. Dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de faire une convention tripartite. Voilà pourquoi. Tout simplement parce que c'est dans la loi. C'est pareil lorsqu'il y a une rupture d'un premier contrat d'apprentissage. Il est possible de signer un deuxième contrat d'apprentissage et dans ce cas-là, la durée du deuxième contrat est réduite du premier contrat. Là, dans ces cas-là, c'est une réduction tout à fait calendaire, qui est tout à fait légale, et donc il n'y a pas d'obligation, la convention tripartite n'est pas obligatoire. Voilà, donc je commence par les cas où elle n'est pas requise. Nouveau contrat suite à une rupture d'un premier contrat d'apprentissage. Deuxième cas, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'il y a eu prolongation d'un contrat en cas d'échec à l'examen ou du titre professionnel qui était visé. Troisième cas, lorsque l'apprenti a commencé son cycle de formation en apprentissage sans avoir signé un apprentissage. Vous savez peut-être, la loi ouvre une possibilité aux jeunes d'être accueillis durant 3 mois dans un CFA le temps de trouver un employeur. Dans ces cas-là, à partir du moment où l'apprenti signe son contrat d'apprentissage, la durée est réduite, donc pas de convention tripartite. Dernier cas que je n'ai pas cité, ce sont bien les sportifs de haut niveau. Autre situation, donc dans quel cas la convention tripartite est obligatoire? Elle est obligatoire dans 2 situations. C'est la situation que j'ai décrite tout à l'heure, c'est la compétence de l'apprenti. L'apprenti, on réalise que le cycle doit être modifié compte tenu du niveau initial de compétence de l'apprenti, d'une part, ou alors, d'autre part, en fonction des compétences acquises lors d'une mobilité, lors d'une activité militaire dans la réserve militaire, service civique, volontariat militaire ou engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Voilà. Imaginez tout simplement l'apprenti est parti suivre un cycle de formation à Cambridge. Il a acquis une certification qui correspond à un bloc de compétences. Le CFA va l'identifier. Le CFA va vérifier que la certification est bien identifiée et bien acquise par rapport aux compétences. Donc, du coup, on aménage la durée du contrat et du coup, voilà, on va signer la convention tripartite. L'idée, c'est aussi de s'assurer pour le CFA en amont de la signature de la convention tripartite de la compatibilité entre, d'une part, la réduction de la durée du contrat et la certification visée. Je vais tout de suite vous donner un exemple très concret. Imaginez que le contrat souhaite être prolongé, mais qu'il y a un jour prévu dans le calendrier par rapport au passage de l'examen. Donc là, ça fait que donc du coup, ça peut être problématique. Donc voilà, le CFA doit étudier en amont toutes ces situations-là.
Autre cas pour lequel la convention tripartite devient obligatoire, lorsqu'il s'agit d'allonger la durée du contrat en suspension du contrat suite à une interruption indépendante de la volonté de l'apprenti. Alors là, le cas concret pratique, c'est l'apprenti qui va avoir un accident de la vie, il va essayer de grimper une montagne, il va être arrêté durant 3 mois. Ben, du coup, le contrat doit être prolongé et du coup, voilà. Donc dans ces cas-là, il y a la convention tripartite qui est signée, tout simplement. Allez, parmi les autres questions qui sont souvent courtes, je vois que le temps passe, c'est est-ce qu'il y aura un modèle de convention tripartite? Oui, il y aura un modèle de convention qui sera fixé par arrêté. À ma connaissance, l'arrêté n'a pas été encore publié, je n'ai rien vu passer au journal officiel, mais sachez qu'il y a déjà des projets d'arrêté qui circulent. Sachez aussi que la liste des mentions obligatoires ont déjà été, la liste a déjà été citée, nom et prénom de l'employeur, nom et prénom de l'apprenti, dénomination du CFA, diplôme ou titre préparé et aménagement de la durée proposé et bien évidemment la justification. Voilà. Donc en attendant le modèle de convention, bien évidemment, on peut recourir à un papier, on peut librement, bien évidemment, utiliser un papier, ce qu'on appelle un papier libre. Voilà, mais cette convention devrait pas tarder à sortir. Voilà, j'ai presque réussi à être dans les temps. Quelques petites annonces. Sachez que le Centre Info est à votre disposition à l'occasion du Covid-19. Au-delà des webinaires qu'on réalise, il y a une page internet spécifique donc sur lequel vous retrouvez toutes les informations nécessaires à vos activités de formation et aussi bien pour les prestataires de formation que pour les CFA, c'est une tautologie. Sachez aussi qu'on réalise un appel à contribution pour un débat public qui va porter sur la crise sanitaire et la société de compétences sur laquelle on vous invite à participer. J'ai dépassé le timing, mais néanmoins, j'ai quand même quelques minutes pour répondre à vos questions. Je regarde le chat, je vais les prendre dans le désordre. Une question qui porte sur quoi de neuf sur les prises en charge pour l'apprentissage. Il y a quelques légères dispositions, notamment sur les frais annexes. Je rentrerai pas dans le détail, mais sachez, parce que c'est somme toute assez technique. Mais sachez qu'il y a une autre nouveauté qui vient qui est très récente, c'est que France Compétences a fait un référentiel sur une mise à jour du référentiel de prise en charge des formations. Donc, il est disponible sur leur portail internet. Il a été publié assez récemment parce qu'il a été publié le 15 avril. Autre question, je vois que nous avons des amis d'Alsace-Moselle. Et est-ce qu'il existe encore des spécificités? Alors oui, la question est assez intéressante. Pourquoi? Parce que les décrets viennent à détricoter des vieilles dispositions du Code du travail sur les spécificités de l'Alsace-Moselle. Donc, mais là où ça devient intéressant. Rassurons-nous, il en existe toujours et il en existe toujours une relative au financement de la taxe d'apprentissage. Donc, soyez rassurés, et le taux et la composition de la taxe d'apprentissage restent spécifiques à Alsace-Moselle. Mais voilà. Alors, autre question. Je vois qu'il y a des questions, beaucoup de questions. Est-ce qu'il est combien de contrats d'apprentissage à signer? Et oui, pourquoi? Parce qu'auparavant, vous voyez, le code du travail a beaucoup de détails. Il était précisé qu'il devait y avoir 3 contrats d'apprentissage signés, un pour le CFA, un pour l'apprenti, le CFA et ou service d'enregistrement, un pour l'employeur. Dorénavant, il n'y a plus que 2 contrats d'apprentissage à signer, un petit peu moins d'administratif. Autre question, bah oui, une question qui revient, sur laquelle on discute beaucoup nous-mêmes en ce moment, sur laquelle on est en attente. Et une question en liaison, mais plus avec le Covid-19, est-ce qu'il va y avoir un report de taxes d'apprentissage? Eh bien, hélas, ou plutôt rassurez-vous, pour l'instant, il n'y a rien eu de confirmé. Mais c'est un sujet
qui reste d'actualité. C'est un sujet sur lequel il y a eu plusieurs publications. Donc c'est un sujet sur lequel on est en attente de confirmation et d'éclaircissement, et ça pourra faire l'objet bien évidemment d'un prochain webinaire sur la taxe d'apprentissage. Autre question, est-ce qu'il y a un modèle spécifique pour les CFA d'entreprise par rapport à l'attestation que j'ai citée? Non, pour l'instant, il n'y a pas de modèle spécifique à ma connaissance. C'est un support qu'on peut qualifier de libre, mais sachez que les services des directs disposent de référents apprentissage qui sont tout à fait à même, d'une part, de renseigner les entreprises, ainsi bien évidemment que les prestataires de formation qui souhaitent s'ouvrir à l'apprentissage, et les assister dans leur démarche administrative. Ils réalisent véritablement un travail formidable. Donc, une entreprise qui souhaiterait s'ouvrir à l'apprentissage peut tout à fait nous contacter d'une part, mais et éventuellement aussi contacter bien évidemment ses référents apprentissage. Je vois que je dépasse déjà de 30 secondes. Mais je vais m'arrêter là. Donc je vous donnerai sans doute, n'oubliez pas le prochain webinaire. J'en profite aussi pour vous annoncer que si vous avez d'autres questions par rapport à l'apprentissage et notamment des questions par rapport à la rémunération, c'est un des points qu'on a s'agit de pas traiter parce que ça prendrait trop de temps. Eh bien, sachez que le Centre Info a mis en place une formation à distance spécifique à l'apprentissage d'une durée à peu près de 2 jours, mais espacée en plusieurs séquences, espacée en 6 séquences. Et cette formation va pouvoir commencer à partir du 18 mai. Je sais qu'elle elle est déjà mise en place et elle commence déjà à s'ouvrir. Il y a déjà des premiers groupes qui vont pouvoir avoir l'opportunité de faire suivre cette formation avec une nouvelle pédagogie, avec énormément de quiz, des vidéos à regarder et aussi des temps bien évidemment d'échanges, intersections. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous donne, ce n'est pas moi qui animerai le prochain webinaire, mais bien évidemment je le suivrai. Donc je vous invite là aussi à vous inscrire. J'espère que ce webinaire vous avoir apporté plusieurs éclaircissements par rapport à ces décrets. Je me répète, n'hésitez pas à consulter nos rubriques actualités. Beaucoup de choses sont expliquées sur ces décrets. À très bientôt.